Contact extraterrestre avec la planète Zeti. Vidéo exposant en résumé le contact extraterrestre avec Zeti, dont le contenu complet est à retrouver dans un article écrit du site contactstellaire.fr. Rafael Chacón, un ouvrier d'origine costaricienne, vivait une vie modeste et tranquille avec sa femme et ses 5 enfants dans une maison mobile, Mobilhome, à Marana, en Arizona, près de Tucson. Arrivé aux États-Unis avec sa femme en mai 1964, il avait travaillé dans plusieurs régions du pays avant de s'installer près de Tucson, où il était employé dans une imprimerie. C'était un homme sain, dévoué à sa famille, passionné de jardinage et peu porté sur les livres, les rêves ou la fantaisie. Avec un niveau d'éducation équivalent au lycée, il abordait la vie avec réalisme et ne croyait qu'à ce qu'il pouvait voir ou comprendre. Les ovnis, pour lui, relevaient de la fiction et il n'y s'y intéressait pas du tout. Mais tout changea brutalement un soir de septembre 1979 lorsqu'il fit une rencontre qui allait bouleverser ses certitudes les plus profondes. Le 25 septembre 1979, en fin d'après-midi, Rafael Chacón arrosait tranquillement son petit carré de jardin derrière son mobilo, lorsqu'un petit nuage gris-blanc attira son attention. Il se déplaçait anormalement vite. En s'approchant, Chacón eut un choc. Sa jambe droite semblait avoir disparu, comme si elle avait traversé une barrière invisible. Et tout ce qui était au-delà de ce plan était invisible lui aussi. C'est alors qu'un petit être apparut devant lui. Il était formé de millions de points de lumière beige, brun, mauve et brun clair, certains fixes, d'autres flottant en mouvement constant, qui dessinaient une silhouette humanoïde suspendue dans l'air. L'être se présenta sous le nom de Nardel. Il lui parla en espagnol, lui révélant être le capitaine d'un vaisseau spatial comportant 3 membres, en provenance de la planète Zeti, située dans la constellation d'Orion. Nardel expliqua que leur mission avait été retardée par des perturbations dans les courants d'énergie solaire, dont les ondes d'énergie perturbaient leur chemin, bien qu'ils puissent voyager à des vitesses dépassant largement celles de la lumière. Il annonça à Chacón qu'il serait un jour invité à repartir avec eux. D'abord réticent et continuant à parler à Nardel, tout en arrosant ses plantes, Chacón se mit soudain à flotter dans les airs et fut embarqué à bord d'un vaisseau oblong qui ressemblait à un cigare doté d'une saillie en forme de patin. Là, le vaisseau vola à grande vitesse vers le sud et survola des régions terrestres qu'il reconnut comme le Vieux-Mexique, le Yucatan et le Guatemala. Mais il en observa des paysages étranges, comme des cités anciennes d'Amérique centrale intactes, animées, telles qu'elles existaient il y a plusieurs millénaires. Il voyait des scènes du passé. Soit le vaisseau était allé dans le passé, et il voyait en temps réel ces événements, soit on lui projetait des images du passé. Il ne savait pas. Il vit une ville blanche près de l'océan, des pyramides, des temples, et des lieux semblables aux lignes de Nazca, dessinant des figures animales dans le sol. Ils s'élevèrent en haute altitude, et là, Chacón vit que le tracé des côtes de l'Amérique du Sud, de l'Afrique et de l'Europe semblait bien différent de celle d'aujourd'hui, comme s'il était projeté dans un passé lointain. À la fin du voyage, Nardel disparut aussi soudainement qu'il était venu, et Chacón se retrouva arrosé dans son jardin. Bouleversé, il garda le silence sur ce qu'il venait de vivre et n'en parla pas à sa femme ou à ses enfants. Rafael Chacón décrivit les êtres de Zeti observés dans leur corps énergétique comme étant formés de millions de points de lumière en perpétuel mouvement, avec une silhouette humanoïde, mesurant environ 1,63 m, avec une tête ovale allongée en forme de goutte inversée, sans cheveux ni oreilles externes. Leurs yeux étaient petits et rapprochés, séparés par un long nez recourbé semblable à un bec, surmontant une bouche rectangulaire faite de petites ouvertures. Leur cou était court, leur torse humanoïde mais réduit, et leurs mains, sans doigts visibles, ne s'ouvraient pas comme les nôtres. Chacón réalisa un croquis de ces êtres, et une représentation réaliste fut peinte pour la couverture du livre de Wendell Stevens. Il apprit aussi que certains de ces êtres avaient 5 à 6 000 ans. Toutefois, comme on le verra plus tard, ces êtres ont aussi un corps physique, et qui peut avoir l'apparence d'un humain terrien. Est-ce leur véritable apparence, au vu de la forme de leur corps d'énergie,
ou une transformation technologique d'apparence physique. Humains, avec qui ils diront s'être mélangés et accouplés il y a des milliers d'années dans le passé, notamment les Aztèques. Et Chacon recevra beaucoup plus tard chez lui la visite de ces êtres à point d'énergie, qui se matérialiseront physiquement en corps terriens de jeunes personnes, pour aller se mêler ensuite à la population d'Arizona en exploration. Tout cela montre leur possibilité d'avoir un corps physique indistinguable d'un terrien. Le contact de Meratos avec Roselyne Palacio décrit des êtres du même type exact d'apparence, êtres à point lumineux, non matériels, avec des yeux plus sombres. La coïncidence est assez importante pour la mentionner, d'autant que eux aussi pourront se matérialiser en êtres humains terriens, comme dans le cas de Zeti. Ce ne sont pas nécessairement exactement la même race, mais faisant partie probablement d'une même famille de races parentes, une colonie ayant évolué indépendamment provenant de la même espèce, etc. Toutefois, on verra la même attitude que pour Meratos, à montrer un futur apocalyptique de la Terre pour les années 1990 à 2000, qui au final n'aura pas lieu. Ceci est parfaitement commun aux deux cas avec des êtres semblables. Le lendemain, le 26 septembre, il retourna à son jardin avec sa plus petite fille. Arrivé près de l'endroit du premier contact, il fut brusquement stoppé par une barrière invisible. Il était enfermé dans une cage translucide. 2 messages apparurent alors dans l'air. Le premier dit « Tu viens avec nous » et le second « N'aie pas peur ». À nouveau, il fut aspiré dans le vaisseau. Depuis les airs, il assista à des scènes bouleversantes. Des continents entiers engloutis par l'océan, des vagues géantes frappant les côtes. Il comprit qu'il était témoin de catastrophes géologiques ayant eu lieu des milliers d'années auparavant. Il vit une ville antique, bâtie sur des collines, des pierres gigantesques parfaitement assemblées, et un aéroport étrange marqué de figures énormes au sol vu du ciel, araignées, pumas, candélabres. Il reconnut des sites qui évoquaient Cusco, Sacsayhuaman ou encore Tiahuanaco. Il observa des hommes déplacer d'immenses globes de pierre avec de petits outils étranges, capables de rendre la roche malléable comme si elle était faite de cire. Les êtres l'emmenèrent ensuite en Égypte, à l'époque où la grande pyramide était en construction, dans une vallée encore verdoyante. Il n'y avait pas de sphinx, mais une civilisation très avancée supervisait les travaux, aidée par des populations locales. On lui montra d'autres pyramides, au Mexique, en Amérique centrale, et même une structure submergée au sud de la Jamaïque. Selon ces êtres, les pyramides avaient été construites pour stabiliser la planète face à des bouleversements à venir. Ramené chez lui, Chacon retrouva son corps, sa fille toujours accrochée à ses jambes, et la cage invisible avait disparu. Il tenait encore son tuyau d'arrosage comme si de rien ne s'était passé, et pourtant tout venait de changer. Le 27 septembre 1979, pour la 3e soirée consécutive, Raphaël Chacon sortit dans son jardin. Cette fois, il évita soigneusement la zone des précédents contacts. Inquiet, il avait décidé d'en parler à un collègue de travail qui lui conseilla de joindre une association locale spécialisée en ufologie, l'APRO. Celle-ci me mit en contact avec le chercheur Wendell Stevens, connu pour ses investigations sérieuses sur les phénomènes ovnis. Chacon l'appela le soir même, lui résuma ses expériences des 2 derniers jours et exprima sa peur. Stevens le rassura. Il avait toujours son libre arbitre et rien ne pouvait lui être imposé. Apaisé, Chacon accepta de rencontrer le chercheur le lendemain. Mais ce jeudi-là, malgré ses précautions, il fut à nouveau enlevé, cette fois accompagné de son chien. Ensemble, ils furent transportés dans un passé lointain. Les êtres lui demandèrent s'il croyait à la fontaine de jouvence. Chacon répondit non. Alors ils lui dirent qu'ils allaient lui en montrer une. Il fut conduit dans un paysage d'Arizona, reconnaissable à 2 collines caractéristiques, autrefois connues sous un autre nom. Nardel expliqua à Raphaël Chacon qu'il ne resterait pas sur Terre et qu'il disposait d'environ 7 mois pour préparer sa famille à son départ définitif. Avant cela, il l'emmènerait une fois sur sa planète d'origine, Zeti. Nardel révéla que Chacon avait été, 8 à 9 000 ans auparavant, un esprit venu d'Orion, incarné sur Terre au sein d'une lignée humaine. Les Orioniens étaient alors venus en nombre, en lien avec les grandes civilisations anciennes, mais s'étaient mêlés et accouplés aux Terriens.
Le cycle de Chacon touchait à sa fin. Il avait accompli sa mission d'équilibre karmique sur Terre suite à ses implications passées ici, et pouvait désormais rentrer chez lui pour perpétuer la lignée génétique d'Orion et retrouver les siens. Les êtres lui projetèrent une vue de son point d'origine, peuplé d'humanoïdes technologiquement avancés. Puis, ils lui projetèrent une vision de l'avenir de l'Arizona, des explosions, la panique, la guerre. Puis lui désignèrent aussi l'endroit où il serait conduit avant son départ, une source traversant une veine d'or, la fontaine de Jouvence, cachée sous terre, accessible uniquement par l'ombre d'un alignement planétaire le 8 novembre. Le retour dans son corps fut brutal, accompagné d'un éclair d'étincelles. À ses côtés, son chien tremblait, visiblement traumatisé. Raphaël Chacon, de retour dans son corps, fut surpris de s'élever soudainement à quelques centimètres du sol en lévitation, avant de redescendre et de reprendre une marche normale. Le lendemain, vendredi 28 septembre, Chacon eut un quatrième contact. Nardel apparut de nouveau alors qu'il arrosait ses plantes. Et comme précédemment, il le fit sortir de son corps en touchant son bras, pour l'emmener dans le vaisseau dans cet état. Chacon fut cette fois emmené dans une immense ville inconnue avec de grands temples, très peuplés, sans rue ni véhicule. Tout semblait intégré, organisé en une seule communauté fluide. Les habitants, vêtus différemment les uns des autres, avaient la capacité de quitter leur corps physique à volonté, pour devenir eux aussi des êtres de points lumineux comme Nardel, capables de se déplacer dans les airs. C'était, semble-t-il, une ville du passé d'êtres d'Orion habitant la Terre. Il fut expliqué à Chacon qu'aucun de ses enfants actuels ne faisait partie de sa lignée extraterrestre incarnée, mais que le prochain pourrait l'être, ce qu'il ne souhaitait pas, car ils veulent rapatrier tous les leurs. On lui déconseilla d'avoir d'autres enfants, et il confia plus tard qu'il n'avait plus de rapport avec sa femme depuis la première rencontre. Nardel reprécisa que leur planète s'appelait Zeti ou Zedi, située dans la région céleste d'Orion, mais pas dans la nébuleuse d'Orion. Il expliqua que leur langue utilisait une forme intermédiaire entre l'ancienne langue aztèque et l'espagnol. Beaucoup d'Aztèques, disait-il, avaient déjà quitté la Terre pour rejoindre une autre existence, dans un autre monde qu'ils appelaient Cocutematzulang, où leur civilisation revivait. Nardel évoqua aussi une pyramide immergée sous la mer, près du Yucatan. Avant une catastrophe ancienne, de nombreux habitants s'y étaient rassemblés pour être évacués à bord d'un gigantesque vaisseau. Selon lui, les pyramides servent à capter et transmettre l'énergie des pensées humaines. Elles sont aussi conçues comme des centres d'évacuation d'urgence et des points de stabilité pour la planète. Ce soir-là, encore bouleversé, Chacon rappela Wendell Stevens. Il lui confia que les événements continuaient et qu'il se sentait au bord de la folie. Il voulait que cela s'arrête. Stevens lui répondit qu'il avait toujours le pouvoir de refuser. Il devait le vouloir sincèrement et y résister. Mais à cette question simple, est-ce que tu veux vraiment que cela cesse? Chacon resta indécis. Le samedi 29 septembre 1979, Raphaël Chacon décida de ne pas sortir de chez lui. Après les expériences bouleversantes des jours précédents, il espérait qu'en restant à l'intérieur, il pourrait éviter un nouveau contact. Mais une impulsion irrésistible le poussa à franchir la porte. Sur les marches d'entrée de son mobil-home, l'être de poing, Nardel, l'attendait. Malgré son refus initial, une simple phrase « N'aie pas peur » suffit à le calmer. Comme à chaque fois, le contact du poignet rejeta Chacon hors de son corps, et il fut emmené dans leur vaisseau. Il assista alors à une nouvelle scène du passé, où des artisans façonnaient d'énormes blocs de pierre grâce à de petits outils tenus entre les doigts. Un liquide mystérieux d'origine maya, semblable à du mercure, qui ramollissait la roche. Pendant ce temps, son corps physique était resté assis dans la cour. Lorsqu'il revint à lui, sa fille aînée était là, bouleversée. Il lui raconta ce qu'il avait vu, mais elle lui répondit « Papa, tu ne m'as pas déjà raconté cela ?» Troublé, Chacon conclut que quelque chose échappait à sa perception du temps. Sa fille, quant à elle, refusa de dormir seule cette nuit-là, affirmant sentir une présence dans sa chambre. Le lendemain, dimanche 30 septembre, un sixième contact eut lieu. Cette fois, Chacon fut emmené observer des artisans du métal dans un autre passé lointain. L'un d'eux utilisait un petit appareil entre ses doigts
capable de fondre et souder les métaux sans laisser la moindre jointure. Il fabriquait une plaque composée de plusieurs segments, or, argent, cuivre et 2 métaux inconnus. Plus tard, de retour, installé dans une cafétéria pour discuter avec Wendell Stevens, Chacon lui déclara avoir vu une scène étrange lors du retour de son premier voyage. Il avait vu lui-même et Wendell Stevens, qu'il ne connaissait alors pas encore, assis dans cette cafétéria qu'il n'avait pas encore visitée dans la réalité. Il reconnut exactement la même situation avec Stevens, les mêmes personnes présentes, les gestes, les détails, tout à l'identique. Ce moment de déjà-vu profond, plutôt de vision exacte du futur, éveilla en lui des doutes sur le libre arbitre et la nature du temps. Lors de son contact du dimanche, on lui expliqua que de nombreuses âmes terrestres étaient déjà retournées à leur monde d'origine. Lorsqu'il exprima son attachement à sa famille, des êtres lui répondirent que d'autres, avec encore plus de responsabilités, étaient partis avant lui. La décision finale lui appartenait, mais elle serait sans retour. Nardel expliqua alors que lui et les siens visitaient la Terre depuis très longtemps. Bien avant les civilisations connues, ils avaient transmis des savoirs en astronomie, en cycle planétaire, en architecture. Ils furent présents à l'époque pré-Inca, parfois même incarnés parmi les humains. Aujourd'hui, leur présence était plus subtile, plus distante, mais toujours attentive. Chacon confia également avoir vécu un épisode de distorsion temporelle très concret. Un après-midi, après le travail, il vit un train passer à un croisement, prit la route, et se retrouva 29 km plus loin en à peine 7 minutes, ce qui aurait nécessité une vitesse irréaliste de 240 km/h. Plus tard, ce jour-là, une autre expérience de contact lui fit perdre 54 minutes à sa montre. Il la remis à l'heure en rentrant. Mais à partir du 1er octobre, les choses prirent une tournure plus inquiétante. Ce lundi-là, Chacon sentit une présence invisible dans sa voiture. Le lendemain, il aperçut un vaisseau dissimulé dans un nuage irisé, semblable à ceux des jours précédents. Son moteur s'arrêta soudainement, et la voiture roula encore 13 km avec le moteur éteint, avant de redémarrer toute seule, d'un seul coup, pour finir de rentrer chez lui. Il pensait devenir fou. Chez lui, l'ambiance devenait pesante. Sa fille de 2 ans faisait des cauchemars incessants. Sa femme semblait étrangement somnolente, comme sous une influence extérieure. Une nuit, alors qu'il la tenait dans ses bras, ils virent ensemble une lumière dans le ciel. Il ressentit un appel puissant à sortir, mais refusa. Le mercredi 3 octobre, à bout de nerfs, Raphaël Chacon appela Wendell Stevens. Il avait décidé de déménager. Il ne supportait plus de s'approcher du jardin et avait confié l'arrosage à sa femme sans résultat. Il avait parlé à sa fille aînée pour qu'elle comprenne ce qui se passait. Steven le rejoignit plus tard dans la journée pour lui remettre une copie notariée de son récit, au cas où il disparaîtrait. Ce jour-là, Chacon vit un message suspendu dans l'air à son travail. « You are not moving out », écrit cette fois-ci en anglais. « Tu ne déménages pas ». Il se sentait pris au piège. Quant aux preuves physiques, il déclara que les plantes qu'il arrosait le jour de son premier contact avaient triplé de taille, mais celles se trouvant dans la cage invisible étaient toutes mortes. Une anomalie incompréhensible mais bien réelle. Avant de se quitter, Chacon promit de rappeler si d'autres choses étranges survenaient. Le 3 octobre 1979 au soir, alors qu'il s'apprêtait à dormir, Raphaël se mit soudainement à léviter verticalement au-dessus de son lit, jusqu'à toucher le plafond. Pris de panique, il réussit à se calmer et redescendit doucement. Peu après, alors que sa femme dormait profondément à ses côtés, il entendit une voix lui dire « Tu peux sortir maintenant ». Ce n'était pas Nardel, mais un autre être fait de points lumineux, du nom d'Ixchtok. Ce dernier l'invita à venir avec lui, promettant de lui montrer quelque chose de merveilleux. Chacon refusa d'abord, expliquant qu'il aspirait uniquement à la paix. Ixchtok le rassura, il aurait la paix. À nouveau extrait de son corps, Chacon fut emmené dans le passé des millénaires en arrière. Il vit une vaste caverne où des dalles de pierre étaient découpées à l'aide de bracelets technologiques. Ces pierres servaient à dissimuler un ancien sentier indien menant à une fontaine sacrée. Cette opération était dirigée par un être de Zeti nommé Natl. Plus tard, Natl
guida un peuple dans la région, qui deviendra le Mexique, y fondant une ville à l'ingénierie avancée avant de repartir. Ickstock ramena ensuite Chacon le 29 septembre 1969, presque 10 ans en arrière jour pour jour par rapport à son premier contact avec Narden. Au moment précis d'un accident d'avion de ligne, dans lequel lui, sa famille et la plupart des passagers avaient miraculeusement survécu. L'être lui révéla qu'ils avaient volontairement adouci l'impact. Ce n'était pas encore son heure. Il lui rappela aussi son arrivée aux États-Unis le 22 mai 1964 et annonça qu'il sera né entre le 22 et le 29 mai 1980, soit 7 mois après le début de ses expériences actuelles. Note, ces dates qui semblent se correspondre, 29 septembre 1969 et 1979, puis le 22 mai 1964 et 1980, semblent lui être rappelées pour lui montrer qu'elles sont des sortes de signes symboliques peut-être. Le vaisseau semble métallique et solide, mais constitué d'un métal différent de tout ce qu'il avait vu jusque-là. Mais lorsque le vaisseau passe en vitesse rapide, ce qui inclut souvent des voyages dans le temps, alors le vaisseau et tout ce qu'il contient se transforment en point, tout comme les êtres. Puis, Chacon fut brièvement transporté sur Zeti, comme promis une fois précédente. Il visita une partie de la ville où il vivrait plus tard, une fois de retour chez eux. Un lieu où il se sentit tellement bien qu'il en oublia complètement la Terre. Le voyage dura environ 4 à 5 heures. Ickstock lui expliqua qu'il lui montrerait le reste du site et sa future mission dans 1 semaine et demie. Il devait maintenant utiliser les mois à venir pour préparer sa famille à son départ. Voici ce que Chacon a vu de ce monde. Zeti est un monde différent, presque irréel. Selon Raphaël Chacon, c'est l'endroit le plus beau qu'il ait jamais vu. La lumière du soleil y est plus faible. La température est parfaite, il ne fait ni froid ni chaud, une forme d'équilibre permanent. Lors de son arrivée sur la planète, Chacon découvrit un immense astroport, où se croisaient d'innombrables vaisseaux, de toute taille et de toute forme. Certains ressemblaient à des sous-marins, d'autres à des structures multiples imbriquées les unes dans les autres. Un appareil se divisa même en plusieurs parties après être descendu du ciel. Toute cette activité se déroulait autour d'un immense tube vertical, sorte d'ascenseur menant à la vie souterraine. Car à Zeti, tout est construit sous terre. En surface, une vaste plaine, plane et marquée de lignes, comme un aérodrome, porte la silhouette géante d'une araignée tracée au sol, identique à celle que Chacon avait vue en Amérique du Sud à Nazca. Sur cette surface, la vie s'étendait. Une société organisée en colonies distinctes, les anciens d'un côté, les jeunes de l'autre, les scientifiques dans leur propre section, les travailleurs dans une autre. La majorité des habitants vit hors de leur corps, se déplaçant sous forme de points lumineux. Ils ne gardent leur enveloppe physique que lorsqu'ils en ont besoin. Même la façon de se nourrir échappe à notre compréhension. Chacon vit de l'eau dans la ville, mais n'en but pas. Mais il vit aussi un métal jaune inconnu. Il ne s'agissait pas d'or, mais d'une matière vivante qui semblait nourrir ces êtres. Lorsqu'ils s'en approchaient, leurs poings s'activaient, réagissant comme s'ils absorbaient l'énergie vitale. Et en s'approchant lui-même, Chacon ressentit une soif intense immédiatement comblée. La structure familiale existe sur Zeti, et elle est liée à une identification vibratoire. On lui présenta un parent, nommé Spitlek, qu'il avait déjà croisé sur Terre sans le savoir. Il était fait du même type de point que lui, une teinte dominante violette mêlée de jaune. À travers ses couleurs et ses structures, on reconnaît sa lignée d'origine. Il rencontra d'autres membres de sa famille, certains âgés de plusieurs milliers d'années, tous heureux de le retrouver. Chacon apprit que ses proches l'attendaient, et qu'un espace précis lui serait attribué dans leur société. Zeti n'a ni gouvernement central, ni monnaie, ni magasin. Tout y fonctionne sans hiérarchie apparente. Dans la section scientifique, Chacon vit des choses qu'il ne pouvait comprendre. Des êtres y travaillaient à canaliser l'énergie solaire, qui dirigeait vers une mer étrange, figée, sans vagues, dont l'usage lui resta volontairement caché. En s'en approchant, Ickstock
changea brièvement de couleur comme affecté par une force invisible. L'autre flux d'énergie collecté depuis leur soleil était quant à lui dirigé vers une autre destination inconnue. Sur Zeti, les déplacements ne se font pas comme sur Terre. Le corps est perçu comme une cage temporaire. Ils peuvent en sortir à volonté et voyager sous forme d'êtres de lumière. Chacun flottait avec eux dans les airs, croisant d'autres formes semblables. Lorsqu'il les approchait, c'était comme s'il les connaissait déjà. Il voyait leur visage dans son esprit et il lui souriait. Zeti n'est pas seulement une planète, c'est un mode de vie, un état d'être, un possible retour aux origines pour Chacon. À son retour, Raphaël Chacon fut transporté dans le futur. Il vécut une vision terrifiante. Transporté vers la fin de l'année 1983 aux USA, il observa une société tendue, menacée par un danger invisible. Une solution temporaire apparut, apportant un bref répit d'1 à 2 ans, marqué par le progrès et la joie. Mais les gens oublièrent vite les leçons du passé. Vers 1987, une apocalypse éclata. D'énormes bombes tombèrent sur les États-Unis, détruisant 34 États, rendant la Californie submergée dans le golfe du Mexique et transformant l'Amérique centrale en cratère. New York avait disparu. Le Costa Rica était à trous dans la terre, la Colombie aussi. D'immenses incendies dévoraient toute matière organique. Les survivants, gravement brûlés, mutilés et affamés, sombraient dans le cauchemar, allant jusqu'à manger leur propre chair parfois. Sous la pluie, le sol brillait d'une sorte de lumière fluorescente. Ixchtoc quitta Chacon, il n'était pas obligé de rester sur Terre pour vivre ces scènes. Chacon s'est inquiété pour sa famille sur Terre, mais il lui a été répondu qu'il ne souffrirait pas autant que les gens des lieux qu'il avait vus, qui étaient les pires. Note. On sait que tous ces événements n'ont jamais eu lieu. Alors, est-ce que c'était une manipulation destinée à pousser Chacon à quitter la Terre pour rentrer chez eux? Ou bien est-ce que ces prévisions du futur étaient sincères, selon une ligne de temps, alors quasi certaine, qui fut modifiée par des événements terrestres ensuite? La même question se pose pour de nombreux autres contacts extraterrestres provenant d'autres civilisations variées, où le même genre de scènes apocalyptiques ont été prévues et annoncées pour la Terre dans les années 1990 à 2000, et n'ont jamais eu lieu, que ce soit par Akart, Ingstria, Meratos et d'autres civilisations. Est-ce qu'un changement majeur a eu lieu dans la ligne temporelle sur Terre, évitant une apocalypse vers cette époque, ou ces civilisations sont-elles toutes dans une entente de manipulation mensongère auprès de leurs contactés à ces sujets? Juste avant son retour, Chacon transmit à Ixchtoc une demande de Wendell Stevens. Serait-il possible de prendre une photo du vaisseau? La réponse fut prudente, et doutait qu'un appareil terrestre puisse capter leur technologie. Ixchtoc ajouta toutefois qu'avant son départ, il remettrait un objet tangible à Chacon, une sorte de preuve pour ceux qu'il laisserait derrière lui. Le 6 octobre, alors qu'il circulait sur une route sans but précis, un message suspendu dans l'air à l'intérieur de sa voiture l'avait incité à faire un tour. Suivant l'instinct, il atteignit la région de Colossal Cave, près de Tucson. Là, il reconnut l'endroit exact où Natl et les siens avaient autrefois extrait les pierres. Les mêmes collines, la même géographie. Cette reconnaissance le bouleversa. Un second message apparut dans sa voiture. « Ta famille partira avant le 12 décembre. » Il n'en comprenait pas encore tout à fait le sens, mais la prédiction semblait s'inscrire dans une suite logique. Ce même jour, dans un supermarché, dit une femme dont le corps était composé de points lumineux verts et jaunes, comme Nardel et Ixchtoc. C'était la première fois qu'il croisait un autre membre de cette race en public et voyait le corps énergétique de cette personne. Chacon révéla ensuite à Stevens une information troublante. On lui avait montré un autre être de poing, vivant en Suisse, à Zurich. Une personne appelée Jörg Kobler, marié à une certaine Annalisa, père de 2 filles, Béatrice et Sonja. Jörg, lui aussi, faisait partie de la lignée d'Orion. On lui dit aussi qu'un père et son fils en Argentine appartenaient également à leur groupe et étaient contactés par eux, comme Chacon. Stevens, intrigué, tenta de vérifier l'existence de cette personne. Les registres mentionnaient bien des Kobler dans la région, mais aucun Jörg listé à Zurich lui-même. Chacon
précisa alors qu'il travaillait à Zurich, mais habitait en banlieue. Enfin, un détail marqua particulièrement Chacon. En rentrant chez lui, il découvrit que son chien avait creusé 3 trous dans le sol. Les positions correspondaient à celles des grandes pyramides d'Égypte, du Mexique et de l'Amérique du Sud. Une 4e cavité, placée au pied du piquet où le chien avait été attaché, représentait Sainte et Caraïbes. Un hasard difficile à croire, d'autant que l'animal n'avait jamais creusé auparavant. Le dimanche 7 octobre, alors qu'il se trouvait dans son salon, Chacon vit un nouveau message violet suspendu dans l'air, écrit dans cette étrange langue qu'il comprenait désormais sans l'avoir apprise et qu'il pensait être de Zéti. « Dis-le à ta femme. » Ce fut le déclic. Il prit alors le temps de tout raconter à Flora, sa compagne, et lui montra les transcriptions des entretiens avec Stevens. À sa grande surprise, elle ne fut ni effrayée ni incrédule. Elle confia même qu'elle faisait depuis plusieurs nuits des rêves où elle et les enfants vivaient au Costa Rica, sans lui. L'un de leurs enfants fit un rêve similaire, où elle se voyait dans une nouvelle école. Ces rêves renforcèrent la conviction de Chacon que sa famille, d'une manière ou d'une autre, se préparait déjà inconsciemment à son départ. Il raconta aussi à Stevens une scène observée avec sa fille Christina, une lumière brillante de la taille d'une demi-lune, traversant le ciel à toute vitesse au-dessus de 2 collines. Pendant l'observation, Christina émettait un son étrange, un cliquetis involontaire venu de sa gorge. Enfin, Chacon évoqua une vision de son 2e voyage dans le passé, celle d'une autre race extraterrestre, les Matzalans. Ces êtres très grands à la peau blanche et au front haut portaient des robes immaculées. Ils construisaient des cités lumineuses et influencèrent les cultures du Pacifique, en particulier les Aztèques. Selon lui, ils quittèrent la Terre peu avant l'arrivée des Espagnols. Ils venaient d'un système stellaire dont la constellation dessinait une forme de F. Le jeudi 11 octobre 1979, Raphaël Chacon vécut l'un des événements les plus étranges de son histoire. Alors qu'il roulait sur l'autoroute I-10 en direction de Tucson, il vit apparaître devant son pare-brise des lettres violettes suspendues dans l'air. Le message était clair. « Tu ne prends pas cette affaire au sérieux. » Puis d'autres phrases s'enchaînèrent. « Tu dois quitter ton travail aujourd'hui. » Chacon refusa intérieurement, arguant qu'il devait subvenir aux besoins de sa famille. Mais les messages se firent insistants. « Nous avons tout préparé pour toi. » Plus tard, dans la journée, alors qu'il travaillait comme à son habitude, les lettres réapparurent, cette fois dans son atelier. Elles annonçaient que cela ne prendrait que quelques minutes. Peu après, à la suite d'un malentendu avec sa direction, Chacon fut brusquement licencié sans comprendre. Alors qu'il quittait l'entreprise, les lettres se manifestèrent une dernière fois. « Maintenant, tu viens avec nous. » Il monta dans sa voiture, sans se douter que l'expérience allait s'intensifier encore. Dès qu'il mit le contact, la voiture démarra, toute seule. Le volant ne répondait plus, les freins étaient inopérants, et la voiture roulait comme si elle flottait au-dessus de la route. Elle traversa la ville à une vitesse fulgurante, jusqu'à atteindre un atelier d'imprimerie où Chacon avait déposé un CV plusieurs mois auparavant. Un homme y attendait, le reconnut, et lui proposa un emploi sur le champ, avec un nouvel horaire de travail qui lui laisserait ses soirées libres. Le lendemain, Chacon commença ce nouveau travail, mais un problème le préoccupait. Il n'avait reçu que peu d'argent de son précédent employeur et ne savait pas comment subvenir aux besoins de sa famille. Le soir même, il prit une décision, vendre sa voiture et ses meubles, et quitter la région. Mais dans la nuit, un nouveau message violet flotta devant lui. « Tu restes ici. » Le lendemain, sa voiture refusa de démarrer. Sa machine à laver tomba aussi en panne, et lorsque Chacon abandonna son projet de déménagement, tout se remit à fonctionner normalement. Il comprit alors qu'il était comme retenu, pris dans un engrenage qu'il ne contrôlait plus. Face à l'étrangeté croissante des événements, Wendell Stevens décida d'impliquer 2 enquêteurs de la Pro, Leo Corby, un ancien agent de la NSA, et Bob Dean, sergent-major retraité de l'armée américaine. Ils se rendirent chez Chacon pour l'interviewer, prendre des photos et documenter les phénomènes. Le dimanche 14 octobre, Stevens revint avec de nouveaux témoins, une productrice de New York, un réalisateur britannique et un ancien officier du renseignement. Chacon les accueillit et leur montra les lieux, des plants de maïs 3 fois plus hauts que les autres, là où s'était produit le premier contact, mais des concombres morts à l'endroit exact où il avait été enfermé dans une cage invisible.
et leur montra également une étrange pierre ronde retrouvée par sa fille, portant un symbole à moitié effacé, ressemblant au chiffre 29, un chiffre récurrent dans son histoire. 29 septembre 1969, le crash d'avion de ligne où il était avec sa famille. 29 septembre 1979, le premier contact avec Nardel. Devant leurs yeux, la pierre commença à se marquer lentement de lignes sombres. Ils furent tous témoins de cet effet paranormal. Chacun était troublé. Il confia à Stevens qu'il ne pouvait plus parler librement. À chaque tentative, que ce soit verbalement, par écrit ou par magnétophone, quelque chose l'empêchait de transmettre ce qu'il savait. Puis, dans la nuit du 13 au 14 octobre, Chacon fut emmené physiquement à bord d'un vaisseau extraterrestre, pas en sortie hors du corps cette fois. Il était accompagné d'un nouvel être, Malil, toujours sous forme de points lumineux. Il fut conduit par les êtres à visiter en détail l'infrastructure militaire terrestre la plus sensible. Ils lui montrèrent les silos de lancement de missiles autour de Tucson, les bases aériennes et sous-marines, les centres de commandement et les sites de stockage des ogives nucléaires. Il découvrit aussi les laboratoires de recherche où se conçoivent des armes toujours plus destructrices. Ils lui firent ensuite visiter les arsenaux chimiques et biologiques, exposant les dispositifs capables de déclencher des épidémies sur simple signal électronique, transmis depuis un satellite ou un avion. L'humanité, lui dirent-ils, a mis au point des moyens terrifiants de s'autodétruire. Puis, ils lui montrèrent des images de la Terre, belle et florissante il y a à peine un siècle, avant de lui révéler des visions d'un avenir proche marqué par une destruction totale. Durant ces visites, son corps physique fut revêtu des uniformes correspondant au lieu visité. À la base de missiles de l'Air Force, il portait celui d'un sous-officier de grade E6, un choix stratégique. À la base navale, il arborait celui d'un agent de police. Un jour, alors qu'il devait franchir un point de contrôle, il craignit d'être démasqué. Mais son guide, Malil, le rassura. Les systèmes vérifieraient ses données sans problème, ce qui fut le cas. Chacon n'avait pourtant jamais servi dans l'armée. Cette expérience révéla une vérité troublante. Les êtres de Zeti pouvaient pénétrer sans obstacle les installations les plus sécurisées de notre planète. Ils visitèrent des complexes similaires en Europe, au Canada, en Russie et à Cuba. Partout, des missiles étaient prêts à frapper, et le monde semblait suspendu au bord de l'abîme. Chacon comprit que l'humanité s'était dotée des moyens de sa propre extinction. À son retour, il était si bouleversé qu'il ne put parler de cette expérience pendant plusieurs jours. À son retour, il découvrit son fils de 11 ans assis au sol dans le salon, visiblement terrorisé. L'enfant lui raconta avoir entendu un bruit, puis vu deux petites silhouettes sombres d'environ 1,20 m de haut apparaître dans le couloir, avec un objet ressemblant à une machine de découpe. Ces entités auraient ouvert un large trou dans le mur près du placard à chaudière, inséré quelque chose à l'intérieur, puis refermé le mur sans laisser de traces. Ensemble, ils examinèrent le mur avec une lampe de poche, sans trouver le moindre indice visible d'altération. Le garçon décrivit les êtres comme vaporeux et ombragés, contrairement à leur outil qui paraissait bien matériel. Enfin, le lundi 15 octobre, un phénomène sans précédent se produisit dans le mobil-home familial. Deux formes de points colorés rouge, bleu clair et bleu foncé apparurent dans la cuisine devant Raphaël et sa femme Flora. Lentement, ces formes prirent une apparence humaine. Un jeune homme d'environ 23 ans et une jeune femme d'environ 21 ans. Rien ne les distinguait d'un terrien, et ils étaient physiques. Ils dirent avoir une mission à accomplir et demandèrent à être conduits en ville. Chacun accepta. Tous deux prirent place à l'arrière de sa voiture, comme s'ils étaient parfaitement humains. Arrivés à un échangeur autoroutier, ils descendirent calmement, sans un mot de plus. Jamais auparavant des êtres de Zeti ne s'étaient matérialisés ainsi, en plein jour, dans un cadre domestique. Ce jour-là, la frontière entre les deux mondes sembla s'effacer complètement. Le 17 octobre 1979, Raphaël Chacon reçut un dispositif extraordinaire, une petite boîte octogonale capable de faire léviter les objets, et même son propre corps. Cet appareil lui fut confié par Malil, l'un des êtres de Zeti, au terme d'un nouvel enlèvement survenu à l'aube. L'objet qui permettait de faire léviter était entièrement physique, d'environ 5 cm de large, avec 8 faces plates et une hauteur d'environ 4 cm. Il possédait 7 petits trous, percés verticalement sur le dessus, ainsi qu'un bouton central. L'objet était composé d'une matière métallique brun rougeâtre, difficile à identifier précisément. Malil
et expliqua la première fois à Chacon son utilisation, en lui disant « Je vais te montrer ». Il prit l'objet en main et lui montra comment le tenir dans la paume droite avec les 4 doigts en dessous et le pouce au-dessus. Il lui expliqua ensuite comment approcher l'objet d'une cible, appuyer sur le bouton et faire pivoter lentement la main de gauche à droite dans un mouvement ascendant. Chacon testa l'objet sur sa voiture, la soulevant à près d'1 mètre du sol. Son frère, alerté par téléphone, lui conseilla aussitôt de sécuriser le dispositif dans un coffre bancaire. Peu après, Chacon fit un dernier voyage avec Malil. On lui montra l'ensemble de ses expériences passées, l'histoire cachée de la Terre et ses liens anciens avec les visiteurs. Il comprit qu'il touchait à la fin d'un cycle, à moins de choisir de partir avec eux. À Tucson, son frère, arrivé en voiture chez lui, envisagea de protéger l'appareil à lévitation donné à Raphaël Chacon via le consulat du Costa Rica aux USA. L'affaire concernant cet appareil était très sensible entre Chacon et son frère, et Wendell Stevens ne put pas voir cet objet. Son frère proposa à Raphaël de quitter immédiatement le pays pour le Costa Rica. Mais un message suspendu dans l'air, mais en empêcha. « Vous ne partez pas ». Les pneus de leur voiture avaient mystérieusement été endommagés. Ils décidèrent alors de préparer le départ de la famille de Raphaël vers le Costa Rica. Peu après, Raphaël Chacon assista à la disparition soudaine de sa fille, qui réapparut 2 heures plus tard, indemne mais endormie. Les êtres expliquèrent qu'ils désactivaient temporairement certaines perceptions chez l'enfant pour la protéger. Il reconnut même des formes de crâne allongées sur des artefacts précolombiens, identiques à ceux de certains anciens souverains égyptiens. Cette tradition, selon lui, visait à stimuler les capacités psychiques. Stevens confirma ses impressions en partageant avec lui les images d'anciennes statuettes retrouvées en Équateur, représentant des êtres au crâne élargi portant des combinaisons spatiales. Malgré la perte de son emploi début novembre, car il avait été embauché seulement pour une charge ponctuellement plus importante dans sa nouvelle imprimerie suite à une commande, ce qu'il ne savait pas, Raphaël observa que les provisions chez lui étaient inépuisables. Le pain, les œufs, même le papier toilette ne diminuaient pas alors qu'il les consommait. Une grâce silencieuse semblait soutenir sa famille pour les préparer au grand départ. Grâce à la vente providentielle d'un terrain dont son frère détenait pour lui un acte de propriété depuis longtemps, et à une aide familiale, sa femme et ses enfants prirent l'avion pour le Costa Rica le 2 janvier 1980. Chacon les accompagna jusqu'à l'aéroport, promis de revoir Wendell Stevens le lendemain, mais disparut à jamais. Lorsque Stevens retourna chez lui, tout était figé. Cafetière prête, sac de couchage inutilisé, courrier non ouvert, plus personne ne l'avait vu. Son téléphone avait été débranché, les services sociaux n'avaient plus aucune trace de lui. Depuis ce jour, Raphaël Chacon n'a jamais été retrouvé. L'objet en antigravité, lui aussi, a disparu avec lui. Raphaël Chacon a certainement été amené sur Zeti, mais à une date bien avancée par rapport aux annonces qui lui ont été faites initialement à ce sujet, qui devait être 4 mois plus tard. 6 mois après la disparition de Raphaël Chacon, Wendell Stevens poursuivait discrètement son enquête. Il cherchait à identifier Jörg Kobler, mentionné par les extraterrestres à Chacon comme un futur contacté. Après des mois de recherches infructueuses en Suisse, l'aide inattendue d'une amie, Elsie Moser, permit enfin de le retrouver, à Tygwil, près de Zurich. Tous les détails transmis par Chacon s'avéraient exacts. Son épouse s'appelait Annalisa, ses filles Béatrice et Sonja avaient les bons âges et ils travaillaient bien en ville. Jörg Kobler se rendit même aux États-Unis, où Stevens le rencontra à Tucson le 6 juillet 1980. Il confirma son identité, mais n'avait jamais manifesté d'intérêt pour les ovnis. Stevens lui expliqua que son nom avait été cité par les mêmes entités ayant contacté Chacon. Kobler promit de signaler toute expérience étrange, mais après cette rencontre, il ne donna plus jamais de nouvelles. Dans un épilogue amer, Stevens évoque d'autres disparitions similaires. À Tucson seulement, 3 hommes adultes, tous contactés, se sont volatilisés entre 1974 et 1980. Ralph Briner, jamais revenu, Ralph Fillman, qui est revenu, mais sera mis au secret par l'armée, Carl Cook, jamais revenu, et Raphaël Chacon, dont on vient d'étudier le cas. Aucun n'a été officiellement déclaré disparu. La peur, la honte ou les circonstances ont souvent dissuadé leurs proches d'agir.
Si vous êtes intéressé à en savoir plus, un article complet dont est issue cette vidéo résumée est à retrouver sur le site contactstellaire.fr. Vous trouverez le lien vers l'article dans le descriptif attaché à cette vidéo.